Voici à présent le reportage témoignage de femmes entrepreneurs dans les États ACP et les diasporas. Vous dirigez alors une organisation quand même qui représente 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Quelles sont les difficultés que les femmes entrepreneurs ont pour avoir par exemple accès au crédit, pour avoir accès aux appels d'offres? Quelles sont les difficultés que vous avez concrètement? Vous savez que les femmes entrepreneurs opèrent généralement dans le secteur informel. C'est vrai, nous avons des femmes dans le secteur formel, mais elles sont très peu nombreuses. Évidemment, quand vous êtes dans l'informel, vous êtes invisible. Donc les statistiques de nos pays ne tiennent pas en compte tout ce qui est dans l'invisibilité, puisque vous êtes invisible, donc vous n'êtes pas pris en compte. Donc vos efforts pour participer donc à la production du produit national brut n'est pas reconnu. Alors si on est dans l'informel, c'est tout à fait normal qu'on ne puisse pas participer par exemple aux appels d'offres, puisque même pour participer aux appels d'offres, c'est une question de formation. Il faut être entraîné pour ça. On ne peut pas se lever pour aller. Et les peu de femmes qui opèrent dans le secteur formel, même n'arrivent pas à participer à ces appels d'offres-là. J'ai pris note hier dans les présentations que 2 pays seulement en Afrique, à savoir le Kenya et l'Afrique du Sud, sont les 2 seuls pays qui ont une politique de passation de marché en faveur des femmes. Ils ont imposé un quota de 30%. Mais qu'est-ce qui se passe? Au Kenya, par exemple, c'est un quota de 30% qui représente environ 270 millions de dollars. Mais sur ces 30% qui leur sont garantis, les femmes n'utilisent que 1%. Donc il y a un problème. Il y a un problème d'accompagnement, il y a un problème de mise à niveau des femmes et surtout aussi essayer d'aider les femmes à transiter du secteur informel vers le secteur formel. À propos, par exemple, de cette question d'accompagnement, de formation, vous, personnellement, vous avez mis en place au niveau du Togo une start-up, si on veut le dire, qui s'appelle Innova. Oui. En quoi consiste cette structure? En fait, ce n'est pas une start-up, mais cette structure est un centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo. Donc, c'est une plateforme multiservice que nous offrons aux femmes entrepreneurs déjà en activité et aux jeunes filles porteuses de projets de création d'entreprises ou bien celles des entreprises qui sont en démarrage de pouvoir bénéficier de conseils pratiques, de formation entrepreneuriale, donc en management, en gestion des affaires et aussi de montage, par exemple, des dossiers. Vous savez que pour aller prendre de l'argent de crédit à la banque, il faut présenter un plan d'affaires bien structuré. Sinon, le banquier, lui, nous savons que les banques sont frileuses en matière de prêts aux femmes. Et donc, si vous arrivez là-bas avec un dossier non structuré, ça ne peut pas aller. Donc, nous, au niveau du centre, nous aidons les femmes à mettre en place donc, ce business plan pour qu'elles puissent obtenir du financement. Et nous avons aussi des conventions de partenariat avec certaines banques de la place pour que les dossiers qui sortent de chez nous, de ce centre-là, soient traités avec une faveur spéciale, puisqu'ils savent que ces femmes ont été accompagnées donc, du début de l'idée de la création d'entreprise jusqu'au moment où elles présentent leur dossier de financement. Oui, votre centre existe depuis alors 2015. Depuis 2015. Quel petit bilan vous pouvez faire déjà? Combien de femmes ont été aidées depuis que le Nous centre avons existe? à peu près 1000 femmes qui ont été formées, y compris des jeunes filles en fin de cycle dans les écoles privées de la place, puisque c'est celles qui vont devenir entrepreneurs. Et notre objectif que nous poursuivons, c'est en fait de faire de l'entrepreneuriat féminin au Togo un entrepreneuriat émergent et compétitif. Hier également, vous avez parlé de l'appui du gouvernement togolais pour accompagner les femmes. Vous avez notamment cité la question du FNFI, le Fonds national des finances inclusives. Oui. Mais on s'est rendu compte quand même que ce fonds donne un budget équivalent à peu près à 50 euros. Est-ce que 50 euros peuvent sortir des femmes des difficultés à monter des entreprises, par exemple? Oui, c'est ce que nous pensons. Au départ, nous l'avons pensé tous. Mais les 50 euros, si c'est bien organisé, bien structuré, et il y a des femmes qui sont quand même arrivées à sortir quelque chose avec ces 30 000 francs CFA.
ce n'est pas une entreprise qu'elles créent, mais c'est des femmes, surtout c'est des femmes au niveau rural. C'est des fonds pour des femmes à la base. Donc, c'est des petites activités, elles ont commencé avec des toutes petites activités, donc bien structurées. Et il y a, si je donne le témoignage d'une femme, elle me dit quand elle a reçu les 30 000, elle a pris 10 000 francs pour démarrer une activité. Elle a pris 10 000, elle a donné à son mari pour que lui aussi commence une activité. Avec les 10 000 autres, elle a acheté tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, elle est fière, ces 30 000 sont devenus un grand capital pour elle. Et c'est comme ça qu'elle a démarré. C'est quand même des cas qui sont rares. Oui, mais c'est vraiment, je veux dire qu'il faut une volonté de vouloir réussir. Parce que même les 30 000 sont difficiles à trouver au niveau de la zone rurale. Mais si on vous donne 30 000, c'est comme donner 3 millions à quelqu'un qui est en ville. Vous voyez? Donc ces femmes ont la notion, elles connaissent vraiment le prix. Comment utiliser l'argent à bon escient. Et je pense que ce n'est pas beaucoup, mais ça aide. Ça aide, ça a commencé à aider. Et ce n'est pas seulement le FNFI, puisque le Fayage aussi donne des fonds. Et pour les fonds, c'est à partir de 2 503 millions. Mais il y a aussi la GRISEF, c'est des fonds pour ceux qui sont en agriculture. Et là, c'est un montant beaucoup plus élevé à partir de 5 millions. Donc, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a un écosystème qui est mis en place pour vraiment accompagner les entrepreneurs dans notre pays. Vous êtes à Bruxelles dans le cadre d'un atelier qui est consacré essentiellement à l'autonomisation économique des femmes. Et vous venez du Cameroun. Qu'est-ce que ça revêt? Quelle importance revêt pour vous cet atelier pour le Cameroun? Merci monsieur déjà pour cette entrevue. Et effectivement, la question de renforcement des capacités économiques des femmes se pose en Afrique, surtout en Afrique centrale et plus particulièrement au Cameroun, parce qu'on s'est rendu compte qu'au Cameroun, avec ECAM 4, à partir des résultats des CAM 4, on s'est rendu compte que le taux de pauvreté a augmenté en zone rurale et les femmes qui sont en majorité dans ces zones sont plus affectées par la pauvreté. Alors, il est donc important pour les gouvernements de promouvoir des politiques volontaristes pour renforcer les capacités des femmes, d'investir plus au niveau des entreprises agricoles féminines, au niveau des organisations des femmes. Et pour cela, il faut favoriser le financement, l'accès au financement, parce que c'est l'épineux problème. Justement, à ce sujet, vous avez parlé hier, vous avez plaidé pour qu'il y ait un guichet au niveau des banques pour que les femmes puissent avoir accès plus facilement au crédit, surtout les femmes rurales. En quoi consiste ce plaidoyer que vous avez fait? Pourquoi vous avez fait ce plaidoyer? C'est parce qu'il y a eu vous avez remarqué des obstacles sur le terrain? Oui, effectivement, il y a beaucoup d'obstacles sur le terrain. Les femmes rencontrent beaucoup de difficultés sur le financement. Elles n'ont pas facilement accès au financement, elles n'ont pas accès au crédit. Surtout les femmes rurales, elles n'ont pas de garantie et puis les programmes des gouvernements, les programmes en direction du monde rural, c'est des programmes Monsieur Tout le Monde, donc il n'y a pas de programme ou de projet dédié spécifiquement à la femme rurale. Donc il y a ce problème qui se pose, les femmes ont des difficultés d'accès au crédit, ils ont des difficultés d'accès au financement. Et c'est pour cette raison. On leur demande en contrepartie, par exemple, des garanties? Oui, on leur demande des garanties. Elles n'ont pas, c'est aussi comme l'accès à la terre. Donc, elles n'ont pas de garantie. Et puis, elles sont beaucoup marginalisées au niveau des lignes de crédit. Et face à cette difficulté, nous pensons qu'il était important de faire un plaidoyer, de poursuivre le plaidoyer au niveau des ACP, d'ouvrir un guichet spécifique, un guichet de financement spécifique aux femmes, et surtout aux femmes rurales, d'ouvrir une ligne de financement pour les femmes. Pensez-vous par rapport à vos expériences sur le terrain que l'ouverture de ce guichet est possible, surtout au niveau des banques qui sont réticentes? Oui, le problème avec des banques, c'est que les banques ont un taux d'intérêt très élevé.
ils utilisent les instruments financiers non adaptés au milieu rural et non adaptés à cette catégorie d'acteurs qui sont des femmes et qui œuvrent à 70% dans le domaine agricole. Et donc, c'est très important pour ces guichets spécifiques d'avoir des lignes de crédit et d'adapter les outils de financement pour les femmes et aussi à un taux d'intérêt qui soit accessible, quasi nul. Parce que, par exemple, j'ai présenté un exemple, une étude de cas sur une coopérative de femmes au Cameroun qui a mis en place une stratégie de mobilisation de ressources internes en mettant un système d'épargne de crédit à un taux d'intérêt annuel de 4% pour le financement des activités tout au long de la chaîne de valeur manioc. Donc, oui, justement, à propos de ça, vous avez parlé d'une expérience de transformation du manioc. Pouvez-vous nous parler un peu brièvement de cette expérience qui pourra peut-être servir aussi dans d'autres pays de la sous-région ou bien dans d'autres régions en Afrique où ils produisent du manioc? Oui, le manioc est une mine d'or. On a découvert à travers cette coopérative, la Sokomapa, qui est dirigée par Madame Silélène Mama Douala, qu'on connaît partout au Cameroun, qui a développé un business model sur la chaîne de valeur manioc. Donc, et ils ont mis l'accent sur la transformation de leur production. Et ils transforment le manioc à plusieurs produits dérivés. Et parmi ces produits dérivés, parce que vous savez, le manioc a 42 sous-produits dérivés et elles transforment le manioc en chips, en biscuits, en gari, en farine panifiable, en spaghettis, en jus, en alcool. Donc, il y a plein de produits, des feuilles, de la racine à la feuille. Tout le manioc est transformé, valorisé et cette transformation leur permet d'apporter une valeur ajoutée et cette valeur ajoutée leur permet de redistribuer auprès des membres et d'améliorer leurs conditions de vie et surtout leurs revenus. Oui, mais est-ce que Maman Douala dont vous parlez, est-ce qu'elle a bénéficié des sources de financement pour monter cette structure, cette coopérative? Non. Cette organisation existe depuis 2004 et elle a commencé petit à petit et puis aujourd'hui elle a développé, cette coopérative a développé des stratégies de financement interne à travers donc ce système d'épargne de crédit interne et puis et à travers également d'autres activités, des services que la coopérative offre à ses membres. Cette coopérative, la Sokomapa, n'a jamais bénéficié d'un appui de l'État ni d'autres partenaires techniques en dehors du CTIA qui a permis de documenter cette étude de cas et le CTIA également qui a permis de mettre en lien cette coopérative avec une banque locale pour améliorer son système d'épargne. Je vous remercie, madame. C'est moi qui vous remercie. On espère que votre plaidoyer sera entendu. Nous l'espérons vivement. Merci. Merci. Bonjour. Nous venons au terme d'un atelier qui a duré 2 jours, qui est essentiellement consacré à l'autonomisation économique des femmes en Afrique. En tant que femme de la diaspora, est-ce que ça vous arrive d'avoir des idées de femmes entrepreneurs? Oui, tout à fait. C'est très important de créer des ponts entre les femmes de la diaspora et les femmes du continent pour pouvoir créer des synergies, des opportunités de développement économique. On le sait que ces dynamiques vont tout à fait dans les deux sens et l'idée étant de pouvoir vraiment créer une plateforme où il y a des échanges qui se créent pour l'autonomisation, l'autodétermination et pour avoir plus d'égalité en termes économiques, sociaux et politiques puisqu'on le sait que tout est interrelié. Alors, durant les 2 jours, les conclusions qui sont sorties font plutôt état du fait que c'est difficile pour les femmes aujourd'hui d'avoir accès au crédit pour monter leurs entreprises. Est-ce que ça a été c'est le cas aussi au niveau de la diaspora? Exactement, c'est très difficile pour les femmes de créer leur entreprise parce que nous sommes confrontés à un double plafond de verre, d'une part lié à notre genre en tant que femme et d'autre part lié à notre appartenance ethno-raciale en tant que femme africaine. Et donc on se trouve à l'intersection de différentes discriminations et donc nous devons faire doublement des efforts pour pouvoir pallier à ces obstacles et
donc redoubler d'énergie et de force pour pouvoir mettre en place nos projets et être entrepreneuse dans tout ce que nous lançons. Alors comment vous, à votre niveau, vous avez fait pour pouvoir monter votre entreprise par exemple? Alors moi j'ai eu la chance d'être encadrée, j'ai eu des femmes mentors autour de moi, notamment ma maman qui m'a soutenue dans tout ce que j'entreprends. Et donc c'est vrai que ça fait la différence. Et donc à travers ma plateforme, notamment Black Women Rock, c'est ce que j'essaye de mettre en place, des synergies, faire de la mise en réseau des femmes dynamiques, motivantes et inspirantes pour pouvoir travailler et s'encourager. Et l'expérience de nos aînés est primordiale pour pouvoir se lancer, nous, la nouvelle génération. Parce que toute seule, c'est difficile d'obtenir un résultat qui s'inscrit dans la pérennité en fait. Alors comment est-ce que vous arrivez alors à faire le pont entre cette diaspora qui est au nord et surtout les femmes qui sont au sud, puisqu'on a besoin plus de coaching pour les femmes du sud en termes de formation, en termes de renforcement des capacités. On a besoin. Comment vous faites alors ce pont-là entre le nord, où vous avez certainement acquis des capacités, comment vous faites ce pont pour pouvoir les aider au sud? Alors moi j'ai la chance à travers le réseau que ma maman a mis en place grâce à l'Ethno-Tendance Fashion Week Brussels et notre structure Tendance Com, d'avoir des liens privilégiés avec des femmes très entreprenantes sur le continent, notamment Adam à Paris, de la Dakar Fashion Week, également Rachel qui au Congo lance le forum sur le bien-être de la femme congolaise. Donc ça permet d'établir des liens de façon plus efficace et efficiente. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez déjà fait dans ce domaine? Concrètement, dans ce domaine-là, nous sommes partis lors du forum du bien-être de la femme congolaise pour partager notre expérience, notre expertise, mais ça s'inscrit vraiment dans une dynamique qui va dans les deux sens parce que les femmes de là-bas ont beaucoup à nous apprendre. Elles ont une expertise sur les thématiques qui concernent les femmes vraiment très pointues. Donc moi, je suis ressortie par exemple de ce forum où j'étais intervenante en tant qu'activiste féministe, mais également anthroposociologue spécialisée dans la question du genre et des femmes. Ça a été un enrichissement parce que vraiment, ces femmes ont une expérience de terrain. Elles connaissent parfaitement les problématiques, les dynamiques qui concernent les femmes afrodescendantes sur le continent. Et donc, je pense que c'est plus nous qui nous enrichissons de leur expérience que nous qui apportons. Et oui, ici au sein de la diaspora, est-ce que vous arrivez à canaliser toutes les synergies auprès de vous pour pouvoir aller de l'avant? C'est pas difficile de faire changer les mentalités? Quand on sait que la plupart des gens de la diaspora, ils sont d'abord nés en Afrique, ont grandi en Afrique avant d'intégrer les milieux du Nord. Est-ce que c'est pas difficile de créer cette synergie autour de vous? Oui, c'est pas évident, mais enfin, il y a des personnes, je pense, qui font ce relais. Les personnes comme moi, qui sont très attachées à leur continent, à leur appartenance, leur origine, et qui, d'autre part, sont nées ici. Donc, on est vraiment des personnes qui avons ces doubles cultures et qui créons très facilement ces ponts. Et donc, c'est intéressant aussi en termes de réseau, de mobilisation, de contact, pour pouvoir établir ces liens. Parce que je reviens sur ces liens transnationaux qui, eux, sont vraiment porteurs d'avenir et d'espoir pour le développement économique et socio-professionnel de toutes ces femmes, que ce soit d'ici et de là-bas. Alors, c'est quoi alors le futur pour votre entreprise? Alors, le futur pour mon entreprise, c'est d'une part continuer à développer tout ce que je fais ici. Alors, nous, avec notre structure, l'Ethno-Tendance Fashion Week Brussels, ma sœur a déménagé au Congo. Donc, elle a fait, c'est une ripade, comme on dit. Donc, elle a quitté la Belgique où elle a évolué, grandi, où elle a été formée. Et donc, elle exerce là-bas. Alors, on crée déjà des liens pour établir toute une série de nos activités là-bas, donc au Congo. Donc, elle reprend déjà le relais depuis maintenant 6 mois et on continue dans ce sens-là. Madame, je vous remercie. Merci à vous, merci à Bip Media pour le beau travail que vous faites. Merci. Merci.